Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale 20 ans qui célèbre ces 20 ans d'action de la Fondation Soprasteria Institut de France. Durant cette émission, nous reviendrons aussi sur des projets emblématiques avec des témoignages de bénévoles et de représentants d'associations. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Cédrico, Michel Pasteur et Laurent Giovacchini pour nous parler de numérique et fragilité humaine. Et parce que la Fondation encourage aussi l'innovation auprès des jeunes, nous découvrirons les lauréats du prix Entreprendre pour demain. Je suis Christina Balanos et j'aurai le plaisir d'animer cette émission spéciale 20 ans. Nous allons démarrer tout de suite avec nos premiers intervenants, Dominique Lambert, délégué général de la Fondation Soprasteria Institut de France, et Jean-Michel Cotte, directeur de projet de Soprasteria et également fondateur d'Adileos. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dominique Lambert, la Fondation Soprasteria a pour mission de soutenir des projets d'associations mettant le numérique au service de l'humain et de l'environnement. Comment ça se traduit concrètement ? Bonjour Christina. En fait, la Fondation a choisi de focaliser son action dans 3 domaines. D'une part, l'éducation et la formation. D'autre part, l'inclusion sociale et enfin la préservation de l'environnement. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les bénéfices du numérique soient accessibles à tous, notamment au public vulnérable, et ceci grâce à l'innovation technologique et sociale. Et comment vous soutenez les associations ? On soutient les associations de 2 manières. D'une part, grâce à un soutien financier pour chaque projet, et d'autre part, grâce aux compétences de nos collaborateurs bénévoles qui souhaitent s'engager auprès de la Fondation. Et qu'est-ce qui fait la force de la Fondation ? La force de la Fondation, en fait, elle existe dès l'origine. Elle a été voulue dès l'origine, il y a plus de 20 ans. C'est de ne pas uniquement aider les associations avec un soutien financier, mais grâce à l'accompagnement de collaborateurs bénévoles qui souhaitent s'engager, puisque la Fondation, c'est un terrain d'action pour eux, et qui souhaitent partager leurs compétences. Donc ça peut être une expertise technique, fonctionnelle, du pilotage de projet. Et l'idée, c'est vraiment que ces compétences puissent aider à mener à bien les projets et à faire grandir ces projets des associations. Comme vous le savez, ça fait 20 ans que la Fondation existe et ça fait 18 ans que vous êtes délégué général. Qu'est-ce que vous ressentez ? Eh bien, je ressens une grande joie et un enthousiasme aussi quand je regarde le chemin parcouru, une centaine de projets soutenus. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir que c'est des projets qui résonnent avec la société, les enjeux sociétaux aujourd'hui et qui ont vraiment du sens. Il y a 20 ans, c'était pas évident, c'était un peu atypique, pionnier même. Et aujourd'hui, ça répond à de vrais enjeux. Et je suis également très reconnaissante et très fière de toutes les personnes qui ont participé à l'action de la Fondation. Parce que c'est une vraie aventure collective. Et qu'il s'agisse des bénévoles comme Jean-Michel, qu'il s'agisse de nos partenaires, qu'il s'agisse des équipes Soprasteria, qu'il s'agisse des associations, bien sûr, vraiment, je leur suis très reconnaissante. Quelques exemples de projets que la Fondation soutient, peut-être que vous pourriez nous en dire 2 mots ? C'est un peu difficile à choisir, mais je choisirais 2 domaines d'action qui illustrent un peu la mission de la Fondation. Il y a d'une part, dans le domaine de l'éducation, le projet Interclass-Up qu'on fait avec France Inter. Et là, il s'agit d'une plateforme numérique où il y a des reportages et des émissions qui sont faits pour des jeunes dans des zones d'éducation prioritaire avec eux et avec des professionnels de Radio France. Et on a une bénévole qui les a aidés sur l'ergonomie de leur site. Et un deuxième projet dans le domaine de l'environnement, c'est le projet Hop Hop Hop. Et Hop Hop Hop, c'est en fait une start-up qui a été lauréate du prix Entreprendre pour demain dans la catégorie Jeunes Entrepreneurs en 2020. Et ils mettent en place une solution de gestion de colis réutilisables et consignés pour éviter les déchets liés aux emballages dans l'e-commerce. La Fondation soutient aussi des projets qui peuvent être proposés par des collaborateurs Soprasteria. Et Adileos, c'est un très bon exemple qui illustre comment le numérique peut aider ces publics fragilisés. Jean-Michel Cotte, vous avez créé cette association il y a 7 ans et elle met à disposition un portail de services numériques à destination des personnes en situation de précarité et leurs accompagnants.
sociaux. Comment tout a commencé ? Non, ça a commencé lors d'une année sabbatique que j'ai pris il y a une dizaine d'années et je suis devenu bénévole dans un centre d'accueil de jour dans ma ville et j'ai pu partager tous les vendredis un temps avec aussi bien les personnes accueillies que les acteurs sociaux qui les accompagnent et j'ai pu partager ces moments-là et j'ai pu découvrir qu'il y avait des besoins que le numérique pouvait résoudre ou contribuer à résoudre et donc j'ai créé l'association il y a 7 ans pour proposer ces outils. Et j'en ai parlé à Dominique, justement, de ce que j'avais créé. Et avec la Fondation, ils ont soutenu le projet. Et quel type de services numériques vous proposez et quels sont les bénéfices ? Alors, on a plusieurs projets. Alors, j'en parlais de 3 principalement. Le premier, historiquement, c'est un coffre-fort numérique qui est dédié aux personnes en précarité. Et ça permet de sauvegarder aussi bien leurs documents administratifs que des documents qui leur sont beaucoup plus personnels et qui sont plus difficiles à conserver, qui sont les photos des enfants, les numéros de téléphone des parents, des choses comme ça. On a développé aussi un autre logiciel qui est associé, qui permet de gérer le courrier, donc ce qu'on appelle la domiciliation des personnes qui sont à la rue. Et donc quand on reçoit du courrier, on informe le bénéficiaire via SMS ou il peut le consulter sur son téléphone pour savoir si finalement il y a du courrier latent. Et enfin, on a fait un 3e logiciel qui permet aux structures sociales de suivre l'accompagnement de toutes ces personnes, puisqu'il y a plus de 10 000 personnes qui sont accompagnées par nos logiciels, d'avoir la traçabilité de ce qui a été fait, échanger et enrichir l'accompagnement. Un très beau travail. Voilà. Et on a plus de 80 structures aujourd'hui sur l'ensemble du territoire qui utilisent nos logiciels. C'est super, un très beau service et surtout le déploiement est très intéressant. Au bout de 7 ans, votre bilan, qu'est-ce que c'est ? Déjà d'être parti d'une initiative qui était purement locale et d'en l'avoir transformée en une activité qui était nationale et de voir maintenant le sourire chaque fois qu'on rencontre une structure, que l'on présente nos logiciels, de dire waouh, ça va nous soulager dans notre travail et on va pouvoir apporter quelque chose de plus aux personnes que l'on accompagne. Et aussi le fait que la Fondation, ça a permis d'accélérer ce déploiement, parce que maintenant on est comme 80 structures, et on s'enrichit de plusieurs structures tous les mois grâce à l'accompagnement de la Fondation. C'est ce que vous a apporté la Fondation ? Exactement. Alors au-delà, comme l'a dit Dominique, de l'accompagnement financier sur des projets particuliers qui avaient été bien identifiés, ça nous a donné une visibilité et une crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. Et bien sûr aussi, de nombreux collaborateurs de Soprasteria sont venus apporter leurs compétences dans le développement du projet sur des points sur lesquels nous avions des difficultés. Eh bien justement, on va en parler. Bravo en tout cas pour votre engagement et j'aimerais vous proposer de regarder le témoignage de Fabien Lamiré, collaborateur Soprasteria, qui est engagé dans votre association en tant que bénévole. Alors moi, je suis engagé depuis 2017 auprès d'Adileos et moi, j'apporte mes compétences de business analyst. Donc mon rôle, c'est de bien comprendre ce qui est important pour le bénéficiaire, de trouver comment le numérique peut les aider et enfin de prioriser et puis de designer surtout les solutions pour les faire développer ensuite. Eh bien, à l'origine, j'ai répondu à un appel à bénévolat de la Fondation Soprasteria Institut de France, qui accompagne l'association depuis le début. Donc, j'ai commencé à participer au départ sur mon temps libre et je suis devenu le parrain au fil du temps de l'association auprès de la Fondation. Puis en 2020, l'association a lancé Adileos Mobile, qui est une application web pour les personnes précaires, pour qu'elles puissent avoir directement accès sur leur téléphone à leurs services. Comme il fallait tout construire, ça demandait plus d'implication, plus de temps. Donc, je me suis inscrit sur la plateforme vendredi. Et j'ai pu m'engager en mécénat de compétences sur mon temps de travail, évidemment de façon compatible avec mon activité pour mon client et puis en accord avec mon manager. À partir de ce moment-là, j'ai pu passer une demi-journée par semaine en mécénat de compétences pendant 4 mois pour initialiser les travaux sur l'application. Et puis, depuis fin 2020 à peu près, je suis repassé en bénévolat. Adileos met à disposition des solutions numériques qui facilitent la vie des personnes fragilisées et qui leur permettent surtout de mieux être inclus dans la société. Maintenant, plus spécifiquement avec Adileos Mobile, on leur apporte un service direct, par exemple un coffre-fort numérique pour accéder facilement n'importe où de manière sécurisée à leurs papiers, un service météo en cas d'alerte grand froid par exemple, ou encore un chat pour qu'ils puissent discuter directement avec leurs accompagnants sociaux. Merci beaucoup à Fabien Lamiré pour son engagement et auprès d'Adileos. À l'occasion des 20 ans de la Fondation, une étude a été menée
avec l'Agence nouvelle des solidarités actives. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Michèle Pasteur, directrice générale de l'ANZA, Cédric Caux, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, et Laurent Giovacchini, directeur général de la Fondation Soprasteria Institut de France et directeur général adjoint de Soprasteria. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale 20 ans de la Fondation Soprasteria Institut de France. Je vais démarrer par vous, Michèle Pasteur. L'Agence nouvelle des solidarités actives a pour mission de lutter contre la pauvreté et pour l'inclusion, en partenariat avec l'État, les collectivités territoriales, les institutions publiques, les entreprises, les fondations, les associations et aussi bien sûr les personnes concernées. Vous avez réalisé une étude qui a donné naissance à un livre blanc sur la thématique numérique et fragilité humaine. Dans quel contexte vous avez réalisé cette étude ? Alors c'est un contexte, je me tourne vers vous, parce que c'est un contexte de partenariat, je dirais de travail depuis 5 années avec la Fondation Soprasteria, induite par le fait qu'on a un élément commun dans nos raisons d'être réciproques, qui est celle de travailler et d'agir et de contribuer à une société inclusive, et particulièrement une société numérique inclusive. Et donc c'est ce qui nous a amenés à travailler ensemble. Et il s'avère que effectivement, quand la Fondation, j'ai appris que la Fondation, au titre de son 20e anniversaire, allait mettre en avant cette question de l'humain, en fait, du numérique et des fragilités humaines. De fait, on est tout de suite parti dans cette aventure. Donc, on a mené cette étude de façon partenariale et avec, je dirais, notre conviction et notre envie, c'est de faire en sorte que le numérique tienne ses promesses et ne laisse personne au bord du chemin. C'est pas évident, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je crois que c'est vraiment ça qui nous a motivés de part et d'autre. Quelle est la méthodologie que vous avez adoptée pour réaliser cette étude ? Alors, de fait, comme tout ce qui s'est fait ces derniers temps, on a fait ça dans un temps contraint et on a d'abord travaillé à prendre la connaissance qui avait été produite. Il y a eu beaucoup de connaissances produites à la fois au niveau national, au niveau territorial, par des acteurs publics, privés. Donc on a regardé quelle était cette connaissance qui avait été produite de ce rapport du numérique pendant cette période de crise, par des témoignages des personnes elles-mêmes, par les témoignages de leurs accompagnants, par les témoignages des structures. Donc ça a déjà été un premier travail assez intéressant. Le deuxième, c'est qu'on a mené une enquête en direction des intervenants et des travailleurs sociaux, en direction des médiateurs numériques, notamment avec l'appui de la MENNUM. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de retours. On a été très étonnés par la vitesse et le nombre de retours que nous avons eus, qui traduit certainement le fait qu'au moment où nous avons passé ce questionnaire, ce sujet a une grande acuité et il y avait une envie d'expression de la part de ceux et celles qui effectivement étaient questionnés. Et puis, on a mené un certain nombre d'auditions, de groupes, de focus group, de groupes de travail, enfin comme nous avons l'habitude de faire pour je dirais, mobiliser la parole et l'expérience de l'ensemble des acteurs dans un domaine particulier. Et quels sont les principaux enseignements à retenir ? Alors moi, j'en vois trois en ressortent particulièrement. Donc, encore une fois, ce sont des confirmations. Plus qu'autre chose, mais la première confirmation, c'est, mais on l'a vu, c'est une accélération véritablement du recours au numérique dans le champ social. Et 73% des intervenants disent qu'ils ont effectivement, des intervenants du social particulièrement, disent que dans cette période-là, de fait, ils ont eu beaucoup plus recours aux supports et aux outils et aux services numériques. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi quelque chose d'assez particulier qu'il faut prendre vraiment en compte, c'est que les travailleurs sociaux se sont trouvés de plus en plus confrontés à des questions numériques, alors que les médiateurs numériques se sont retrouvés aussi, eux, confrontés à des questions sociales. Et donc, on sait qu'il y a cette interaction qui est forte, mais elle est plus, pour l'instant, elle est connue, mais elle n'est peut-être pas suffisamment travaillée. Il y a un certain nombre de préconisations que nous ferons tout à l'heure autour de ça. Donc, première série d'analyses et d'enseignement. Le deuxième, c'est très honnêtement une inquiétude. C'est vrai. Inquiétude, les 355 répondants ont, pour 84%, mis en avant le fait qu'il y a un risque que le recours trop important aux usages du numérique crée plus de précarité. Donc il faut l'entendre.
c'est pas rien. Donc là, il y a une inquiétude de la part des accompagnants. Il y a une inquiétude des personnes elles-mêmes, nous le savons. Beaucoup se sont retrouvés face à l'outil, pour pouvoir accéder à leurs droits qui étaient parfois déterminants pour un quotidien, il fallait passer par la machine. Donc le sentiment d'être dévalorisé parce qu'on ne sait pas utiliser une machine, est-ce que je vais cliquer au bon endroit et est-ce que si je ne clique pas au bon endroit, je vais perdre mon accès aux droits. Vous voyez, il y a une question vraiment de peur. Déjà, il y a une certaine peur dans l'ensemble face à l'administration, mais là, un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment des éléments d'inquiétude. Troisième élément d'inquiétude, c'est de la part plutôt des travailleurs sociaux, des intervenants et travailleurs sociaux qui ont eu à faire appel effectivement au support numérique et qui sont parfois sous-outillés, mal outillés, pas tout à fait avec les outils qu'il leur faut. Par contre, et comme toujours, il y a aussi des éléments positifs. Et ce que nous voulons retenir particulièrement, c'est que cette période un peu de foisonnement où les cadres sont un peu tombés, ont été propices à des innovations, à des expérimentations, y compris à trouver des systèmes sur le terrain. Et donc, ça nous paraît essentiel de ne pas laisser passer, d'aller repérer, d'aller voir, d'aller faire fructifier, d'aller comprendre, parce que souvent les solutions numériques viennent d'en haut, alors que là elles ont été trouvées sur le terrain et il ne faut pas les laisser partir. En tout cas, ça doit pouvoir alimenter notre réflexion et notre travail à venir. Une très belle étude. On va parler des préconisations justement tout à l'heure. Cédrico, vous menez plusieurs actions au sein de l'État. Vous avez notamment lancé un plan national d'inclusion numérique dans le cadre de France Relance. En quoi ça consiste en quelques mots et est-ce que vous avez des premiers résultats que vous pourriez partager avec nous ? Alors d'abord, je trouve ça très bien que Sopra Steria, qui est un acteur important du numérique, en tout cas de la transition numérique de l'économie française, s'engage sur cette question de l'inclusion numérique, parce que je trouve que ça fait le lien et le sens de ce qu'on essaye de faire. Il y a une transition numérique, elle est importante, elle est facteur de beaucoup d'amélioration, de simplification, d'optimisation, y compris économique, mais dans la vie des citoyens tous les jours. Mais le risque, et c'était très bien abordé, c'est qu'une partie de nos concitoyens ne se sent pas à bord, ou en tout cas se sent laissé de côté. Et que souvent, le problème, c'est que cette fracture numérique vient se surajouter à des fractures qui sont déjà sociales, territoriales, grammaticales. Si vous êtes illettré, le numérique vient en plus se surajouter en termes de difficultés. Et donc, dans le cadre du plan de relance, c'était une stratégie qui avait été initiée par mon prédécesseur, Mounir Majoubi, mais on a beaucoup amélioré dans le cadre du plan de relance. On a voulu, certes, investir dans l'innovation, mais faire en sorte qu'on fasse un effort qui est assez historique en matière d'inclusion numérique, c'est-à-dire de lutte contre la fracture numérique, et qui passe beaucoup par l'humain, et dont le cœur, c'est le déploiement de 4000 conseillers numériques, donc des médiateurs numériques. On pourra revenir tout à l'heure sur les rôles particulier de l'aidant et du médiateur, en considérant qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour améliorer l'accessibilité des sites, même si honnêtement on n'est vraiment pas encore au point. Il y avait des choses qui étaient faites pour remettre des services publics dans les territoires avec les maisons France Service, même si là encore je pense qu'on peut aller plus loin, mais qu'il y avait la nécessité d'accompagner et de former les gens au numérique et qu'on n'était pas du tout à la bonne maille en matière d'humain pour accompagner aux usages du numérique. Et c'était vraiment ce qui a été le cœur, enfin ce qu'est d'ailleurs le cœur de cette politique d'inclusion du numérique. C'est 4000 personnes, au total, c'est à peu près doublement du nombre de médiateurs en France. Les choses se déploient plutôt bien, parce que ça a été décidé fin de l'année dernière. Nous avons déjà, je pense, entre 200 et 300 médiateurs numériques qui sont sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir dans plusieurs départements, dans le Gers, dans l'Aisne, donc dans des endroits où c'était très demandé, mais ils sont aussi demandés en ville, dans les quartiers politiques de la ville, même en ville. On connaît tous des gens qui sont en difficulté avec le numérique. Et on espère que les 4000 seront sur le terrain d'ici le début de l'année prochaine et que ça puisse contribuer à améliorer les choses. Je pense qu'en fait, il faut déployer une politique qui a de multiples facettes. C'est un élément absolument essentiel. Mais le point commun, c'est que je pense qu'on a pensé à un moment que la révolution, la transition numérique serait automatique et déterministe, c'est-à-dire qu'elle serait mécanique, vous déployez des ordinateurs et de la connexion et ça se passerait. C'était une grosse erreur et qu'en fait, tout cela, à la fin, nécessite de l'accompagnement humain. Donc ce que je comprends, c'est développé, est en cours. Oui, c'est en cours, c'est-à-dire que les gens sont en train d'arriver sur le terrain, mais c'est une entreprise de longue haleine. Il y a un Français sur 10 qui n'utilise jamais un ordinateur ou un téléphone portable, il y a un Français sur 3 qui manque de compétences de base en numérique. C'est vrai de personnes âgées, c'est vrai de jeunes. Vous allez dans les sessions de formation de l'assurance maladie ou de Pôle emploi, c'est plein de jeunes. Parce que ce n'est pas la même chose de servir de Messenger et de TikTok et de remplir un formulaire administratif ou de faire un CV. On l'a tous vécu.
Donc c'est une entreprise de longue haleine qui est en fait une transition anthropologique. Le numérique, ce n'est pas qu'une transition d'outils, c'est une transition anthropologique et qu'il faut accompagner. Laurent Giovettini, en tant qu'entreprise de service du numérique, comment vous décririez la responsabilité sociale de l'entreprise à travers sa fondation ? Permettez-moi, Christina, tout d'abord de remercier Cédrico pour sa présence à cet anniversaire. Merci, Monsieur le Ministre, merci, cher Cédric, et merci aussi à Michel Pasteur. Nous sommes vraiment très reconnaissants à tous les deux de votre participation. Alors, Soprasteria, sa fondation, c'est le prolongement de notre action en tant qu'entreprise. Quelle est notre raison d'être chez Soprasteria ? Notre raison d'être, c'est de construire ensemble un avenir positif en mettant le digital au service de l'humain. Bien sûr, nous sommes une entreprise qui travaille dans ce qu'on appelle le B2B. Nos clients, ce sont d'autres entreprises, des banques ou des administrations, des ministères. Mais derrière ces ministères, derrière ces administrations, derrière ces entreprises, il y a des usagers, il y a des citoyens, il y a des clients. Nous avons pour habitude de dire que notre métier, c'est de transformer l'innovation digitale, en usage pertinent pour les clients de nos clients. C'est bien en mettant au cœur de notre préoccupation, ces utilisateurs finaux, ces usagers de l'administration, ces soldats sur le terrain parfois, ces clients de banque, que nous concevons nos systèmes d'information. Alors, quand on en vient à la Fondation, évidemment, tout naturellement, elle s'intéresse à l'humain au travers de sujets comme des sujets environnementaux, des sujets de solidarité en général, mais tout particulièrement la préoccupation de l'inclusion numérique. Et ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire, c'est que le numérique, le digital a été une solution pour surmonter la crise en grande partie, au travers du télétravail, au travers de l'éducation à distance par exemple, mais que ça a été aussi, il faut le reconnaître, et vous l'avez très bien dit, un facteur d'accroissement des inégalités pour ceux qui sont éloignés du numérique. Notre conviction, c'est que l'État fait beaucoup, mais l'État ne peut pas tout. Nous, entreprises, on s'engage également, et la Fondation, depuis de longues années maintenant, 20 ans, travaille sur ce sujet avec des dizaines et des dizaines de bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour accompagner des projets, coacher, être pilote, pour être particulièrement utile à ces publics éloignés du numérique. Alors vous parliez justement de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez réalisé des actions particulières ? Alors on a fait d'abord des dons. C'est le plus facile, je dirais. On a fait des dons à Simplon, on a fait des dons à la fondation Make.org, on a fait des dons à l'association Vendredi, à l'association des enfants de la Côte d'Opale. Mais surtout, on a veillé à ce que nos actions d'accompagnement, de coaching par nos bénévoles ne s'arrêtent pas. Et on a continué à distance à encadrer les projets, à faire en sorte que ces projets encore plus importants, on parle par exemple d'un projet comme Adileos, de coffre-fort numérique, tous ces projets importants pour ces publics éloignés du numérique, des personnes sans abri par exemple, eh bien, ne s'arrêtent pas pendant la crise parce qu'ils en ont encore plus besoin dans cette période. Et on a été donc en mesure, parce que en tant qu'entreprise de la tech française, on a les moyens de le faire, de travailler facilement à distance et de continuer à soutenir ces projets. Michel Pasteur, revenons à l'étude que vous avez réalisée. Vous avez également porté un certain nombre de préconisations. Lesquelles sont-elles ? Alors d'abord, heureusement, elles sont très en résonance avec ce que vous venez de dire, messieurs. C'est rassurant. C'est quand même pleinement rassurant. Je crois que je reprendrai en premier, c'est la question d'une transformation profonde. On est dans le temps long. Alors, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Il y a une urgence à y aller, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit s'inscrire sur le temps long. Et ça, il faut absolument garder cet élément en toile de fond. Et si on ne le fait pas, on passera à côté Alors, il est urgent d'être dans l'urgence, mais il est urgent aussi d'être dans le temps long, dans la pédagogie. En complémentarité peut-être avec le plan France Relance, dans son volet numérique, vous avez effectivement, il y a toute cette force de formation qui est déployée. Nous, ce que nous avons mis en avant, et sans doute parce qu'on le faisait avec Soprasteria, c'était mais quels services produisons-nous aujourd'hui ? Et sans doute qu'il y a vraiment un travail à faire. Alors là aussi, c'est des choses que l'on dit depuis longtemps, mais je vais prendre un exemple, enfin pas un exemple, une préconisation qui est la première que nous faisons, c'est comment est-ce qu'effectivement il y a une vraie
est réelle et obligatoire association des personnes, des professionnels, des usagers dans la construction des services et des usages numériques. C'est quelque chose, on en parle tous, on dit tous qu'on fait de la participation, mais souvent ça devient un peu le parent pauvre. Et c'est vrai que vraiment comment est-ce qu'on peut, et je m'adresse aussi à Sopra Steria, se dire que ce qui va avoir un coût en amont sera de toute façon une économie en aval. Je crois qu'on a tous par devers nous des applications qui n'ont pas fonctionné parce que pas assez d'investissement en amont. Donc cette question de la participation avec les personnes concernées, mais aussi avec les professionnels, puisqu'on a bien vu que les professionnels peuvent être aussi des personnes qui sont parfois elles-mêmes en situation de fracture numérique ou pas toujours à l'aise avec les outils. Premier élément. Deuxième élément, c'est peut-être presque une gageure, comment est-ce qu'on peut, à travers des services numériques qui ont plutôt tendance à homogénéiser des démarches, prendre compte de la diversité des situations. Je n'ai pas complètement la réponse, mais en tout cas, il est un fait que dans la dimension sociale, dans les fragilités que vous rencontrez, il y a des diversités de solutions, de situations, et donc des diversités de solutions. Et donc d'avoir effectivement des services qui ont une clé d'entrée plutôt solution. Troisième préconisation qui est vraiment importante, mais ça aussi on le sait, mais on ne le fait peut-être pas suffisamment, c'est avoir des services et des usages qui soient plutôt, qui permettent une mise en capacité des personnes. Et qui ne crée pas cette peur, qui crée cette confiance, en disant pas si je clique là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc il y a vraiment alors dans notre jargon, on va parler d'usage capacitant, mais vraiment qui aident les personnes à se sentir capables et donner cette confiance à l'outil numérique. Aujourd'hui, on sait à quel point cette question de confiance, elle est essentielle si on veut véritablement arriver à cette transformation numérique. Et puis, un autre point qui nous tient à cœur, puisque c'est aussi notre métier, c'est, et là on l'a senti, et là il y a vraiment une urgence, il y a vraiment un besoin, c'est de travailler à outiller les intervenants et les travailleurs sociaux avec les bons outils, pour leur permettre non pas de leur donner un poids supplémentaire, parce que si vous voulez, le numérique porte des promesses, la promesse de faciliter les choses, cette promesse dans le monde social, on a du mal à la voir. Parce qu'effectivement, les travailleurs sociaux, ils ont besoin d'être dans la relation. Et quand ils ont des outils qui ne sont pas facilitants, c'est encore plus dur. Donc, il y a vraiment besoin de travailler à ces outils qui vont accompagner le travail social, les intervenants sociaux, dans une relation étroite aussi avec les médiateurs numériques. Il y a quelque chose à vraiment à faire fructifier et à réaliser véritablement. Et donc, c'est vraiment nos préconisations, et en insistant sur ce nécessaire dialogue qui est en cours, mais qu'il faut renforcer entre le monde de la médiation numérique et le monde du social, parce que les deux s'adressent de toute façon à l'humain, et généralement à un humain qui a besoin d'être accompagné. Donc il faut qu'il y ait véritablement des passerelles, au même titre, et c'est ce que nous faisons ensemble, qu'il y ait des passerelles entre le monde social et le monde de la tech. C'est que comme cela qu'on le fera, parce que c'est vraiment une révolution de notre système de vie, de notre société. Voilà. Cédrico, une réaction face à ces préconisations? Peut-être par exemple, comment on peut prendre en compte la diversité des personnes sans complexifier les choses, et une autre question, alors c'est une triple question que je vous pose, c'est comment vous travaillez avec les ministères? Alors, c'est une vaste question. Je pense que la réponse est dans la philosophie d'approche, c'est-à-dire que dans le fond, en fait, on a eu une approche mécanique et très organisationnelle de la dématérialisation. Et on a fait l'erreur, mais toutes les grandes organisations la font, ou la plupart du temps la font, de penser la dématérialisation et les processus numériques à partir de nos processus et de nos organisations, et pas à partir des utilisateurs. Et il y a tout un travail qui a été engagé depuis 4 ans, qui est prolongé en ce moment par ma collègue Amélie de Montchalin, avec des termes un peu barbares de qualité de service et en tout cas d'expérience utilisateur. Ce qui en fait derrière cela, c'est de dire en fait quand on est un utilisateur et qu'on fait une démarche, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on arrive à la fin? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que même la sémantique qui est utilisée est compréhensible? Je prends un exemple très concret. Le terme de civilité, pour voir si vous êtes un homme, une femme, n'est pas un terme qui est... C'est un terme administratif. Pour nombre de nos concitoyens, quelle est votre civilité? Et donc, mais ça nécessite de se remettre en fait à la place de l'usager plutôt que de penser en se disant en fait on va dématérialiser notre formulaire administratif. Bon. Et donc c'est l'ensemble de ça qu'il faut faire, ce qui nécessite de faire beaucoup de choses. En fait, d'abord de repenser l'ensemble de nos formulaires. On a l'objectif de dématérialiser beaucoup, mais je pense que la qualité est presque plus importante que la quantité. Premier élément. Il y a un sujet qui est à mon avis essentiel, qui est de travail non seulement avec les usagers mais avec les travailleurs sociaux.
Dans le cadre du plan de relance, il y a toute une partie qui est probablement moins visible parce que moins simple et plus longue à expliquer, mais de formation, reformation des travailleurs sociaux, des outils pour les travailleurs sociaux. Pour un travailleur social, le coffre-fort numérique ou l'outil Aidant Connect qu'on a mis en place sont des facteurs de facilitation et qui permettent de répondre à un certain nombre de choses et d'ailleurs parfois à des impasses légales dans lesquelles ils sont entre le fait de posséder des mots de passe et des logins de l'ensemble des gens qui les accompagnent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et pourtant ils savent très bien qu'ils sont en contravention avec la loi, mais soit ils aident les personnes, soit il n'y a pas de juste milieu. Donc on essaye d'inventer des choses, mais d'abord il faut les accompagner. Une partie d'entre eux n'est pas si à l'aise que ça avec l'outil numérique. Et par ailleurs, il faut qu'on travaille avec eux. C'est une entreprise de longue haleine. C'est une entreprise de longue haleine parce que l'État c'est compliqué, parce que d'abord il n'y a pas que l'État, il y a l'État, les collectivités territoriales et sur les travailleurs sociaux, elles sont largement en première ligne. Mais c'est pour ça que, en fait, dans le fond, ce que nous essayons d'avoir, c'est une approche de politique publique, en considérant qu'il faut créer l'ensemble de la politique publique qui va autour de cet accompagnement humain du numérique, qui passe aussi par la création de standards, comme le standard PIX, sur l'évaluation des capacités numériques des personnes, et qu'on essaye le plus possible, en tout état de cause, de le construire avec les acteurs, qui sont les associations, les institutions, les travailleurs sociaux, les collectivités territoriales, les entreprises. Il y a aussi une responsabilité importante des entreprises, parce que elles ont le même problème. Quand vous êtes EDF, quand vous êtes la SNCF, cette question de la dématérialisation, vous la prenez de face, parce que vous avez tendance, vous êtes la Poste, vous avez tendance à réduire votre présence, donc vous dématérialisez, et en même temps, il y a toute une partie de la population qui ne peut pas avoir accès à ces... Donc c'est une réflexion collective, en tout cas qu'on essaye de mener de manière, en essayant d'avoir une approche plutôt holistique. Et globalement avec plusieurs ministères. Si ça et globalement évidemment avec plusieurs ministères, mais en fait, je vais utiliser un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais tous les ministères sont des pollueurs. Dans le sens où, en fait, tout le monde dématérialise. C'est vrai du ministère de l'Intérieur sur les types de transport. Exemple de difficulté qu'on a eu, la dématérialisation des cartes grises, qui est pas été une réussite pour utiliser une périphrase, finalement a été très bien corrigée en remettant des gens, en remettant du téléphone, en remettant des appels et de l'humain exactement. Mais tous les ministères dématérialisent leurs procédures. Et d'une certaine manière, ce n'est pas une mauvaise chose si c'est accompagné. Parce que la vérité est que pour 80% des gens, disons ça, c'est plus simple de ne pas avoir à se rendre à un guichet, c'est plus simple de le faire en ligne, c'est plus simple de pouvoir faire en dehors des horaires de travail plutôt que sur les horaires d'ouverture des mairies, etc. Le problème, c'est comment on allie cette simplicité pour ces gens en faisant en sorte qu'il reste toujours un canal physique et que pour les gens qui ont besoin, parce qu'ils sont dans une situation particulière, parce qu'ils n'ont pas les mêmes facilités d'accès, les mêmes facilités de compréhension, comment on fait pour qu'il y ait toujours un canal humain ? C'est absolument indispensable, et je reviens sur la question des spécificités. En fait, ce que le numérique a fait disparaître, c'est l'adaptation de la personne au guichet. La personne au guichet, elle peut s'adapter à la personne qui est en face, faire quelque chose, elle connaît les moyens de contournement de ces silos administratifs. Quand c'est une machine, si elle vous demande si vous êtes en emploi ou au chômage et que vous êtes femme au foyer, enfin je caricature, c'est là, et qu'il n'y a pas troisième case qui est femme au foyer, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes bloqué au premier rang. Donc, on aura toujours besoin d'humains en tout état de cause. Laurent Giovacchini, vous êtes également président de la Fédération Syntec. Est-ce que le sujet numérique et fragilité humaine, ou ces préconisations dont vient de parler justement Michel Pasteur, font écho à l'ensemble des professionnels du numérique ? En très peu de mots. Très rapidement, rassurez-vous, il n'y a pas que Soprasteria qui s'intéresse à ces sujets. Tout le monde de la tech française est mobilisé. Au sein du syndicat Numéum, en particulier, qui fait partie de la fédération que j'ai l'honneur de présider, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a en particulier un programme numérique responsable qui a été lancé en 2019. Je citerai trois actions très vite que ce programme met en œuvre. Très proche des sujets d'inclusion, la récupération en collaboration avec Emmaüs de tout un tas de matériel informatique, numérique, pour les mettre à disposition des publics défavorisés. Une initiative en Grand Est qui s'appelle Numérique Emploi, avec Pôle Emploi, avec le Conseil régional du Grand Est, sur les sujets de compétences, de montée en compétences, d'emploi vers le numérique. Et puis, une troisième initiative, un peu plus loin de notre sujet d'aujourd'hui, mais très importante aussi, qui s'appelle Planète Tech Care, qui associe 400 entreprises qui ont décidé ensemble de réduire leur empreinte environnementale. Donc, ces sujets d'inclusion
d'inclusion numérique et plus largement de responsabilité d'entreprise, la tech française se mobilise complètement. Évidemment, pas tout à fait aussi bien que Soprasteria, mais presque. Une toute dernière question, Cédrico. Beaucoup de collaborateurs se la posent, cela revient dans le fil des questions. Le gouvernement a annoncé 100% de dématérialisation des démarches administratives. Je suis en train de lire la question sur l'ordinateur. Pour les citoyens en 2022, où est-ce qu'on en est et au vu des échanges qu'on vient d'avoir ici, quel est finalement l'accompagnement humain qui est prévu ? Alors, on est à peu près aux 3/4. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que d'abord qu'on a un peu réorienté sur la qualité plus que la quantité. Ne serait-ce que parce que nous n'arriverons pas à dématérialiser 100% de 100% des démarches, dans la mesure où à la fin, à un moment, il faut que vous alliez vous présenter. On n'a pas aujourd'hui en France d'identité numérique, donc vous avez besoin à un moment de vous présenter à un guichet, parce qu'on doit bien savoir que c'est monsieur Untel, monsieur O, c'est bien lui qui a fait cette demande. Bon. Donc on en est à 75%, ce qui est un des, sur les 250 démarches les plus utilisées par les Français, ce qui est un des meilleurs taux de l'Union européenne au passage. Mais il y a eu vraiment ce pivot sur l'aile au bout d'un ou deux ans, de dire ok, on va continuer à le faire, en insistant sur les choses, mais on va s'intéresser à la qualité, à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Je le cite au passage parce que dans l'accessibilité, il y a aussi ça qui ouvre d'autres questions. À la question de l'accompagnement humain avec les maisons France Service, avec le déploiement des conseillers numériques, avec un truc très bête sur lequel Amélie de Montchalin a beaucoup insisté, mais je pense qu'elle a totalement raison, c'est la réintroduction du numéro de téléphone. Parce que quand vous êtes bloqué devant votre ordinateur à un moment, un numéro de téléphone, enfin, on connaît tous cette situation où en fait on cherche le numéro de téléphone, mais comme on n'a pas envie, le site n'a pas envie que vous appeliez parce que c'est du monde, en fait, vous rebondissez de formulaire en formulaire en adresse mail. Bon voilà, donc un numéro de téléphone c'est pas mal non plus. Et voilà, il y a de l'humain au bout, exactement, éviter les répondeurs automatiques. Donc, en tout cas, il y a eu ce changement de philosophie en disant ok, on va continuer à avancer, c'est indispensable. Il faut commencer d'ailleurs à faire le 80-20, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les choses de tous les jours. Peut-être que pour les permis de construire, ça peut attendre un peu plus par rapport à la carte d'identité ou à la carte grise. Par contre, on veut que la qualité des services et des démarches soit au rendez-vous. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour tous ces échanges très intéressants. Ça prouve qu'il y a des solutions pour un numérique plus inclusif. Merci beaucoup. Nous allons maintenant découvrir un autre sujet qui est un autre projet qui a été soutenu par la Fondation et qui a été lauréat du prix de la Fondation dans la catégorie étudiant en 2018 et qui est devenu start-up sociale et solidaire. Céline Carlier, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Click & Say, une start-up qui propose une plateforme mobile d'aide à la communication pour soutenir des enfants atteints de troubles du langage. Et vous êtes accompagnée d'Abdelhamid Nassar, senior manager Soprasteria et parrain bénévole de Click & Say. Bonjour à tous les deux, merci de nous avoir rejoints. Céline Carlier, je vais démarrer par vous. Quelle est la genèse du projet ? Eh bien, tout a commencé lorsque mes collaboratrices, donc Inès Sabani, Morgane Ragnaud et moi-même, étions étudiantes ingénieures à l'ESILF Paris La Défense. Et dans le cadre de nos études, on devait réfléchir à un concept et le proposer à plusieurs concours. Et on voulait vraiment une idée qui ait un sens pour nous et qui soit utile. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir d'une histoire personnelle, puisque l'une d'entre nous, ayant une petite sœur polyhandicapée, est confrontée finalement au quotidien aux problèmes de communication que peuvent rencontrer ces familles. Et on a fait le constat, donc en 2017, à l'époque, qu'aucun autre moyen de communication pour ces familles n'existait, à part un livret de pictogrammes, donc au format papier. Et on a vraiment eu l'ambition, on va dire, de digitaliser ce cahier de communication en mettant les nouvelles technologies au service finalement d'un enjeu sociétal. Et vous avez développé une plateforme, en quoi elle consiste exactement ? Alors c'est très simple, Click & Say c'est une application mobile qui est donc disponible sur iOS et Android et gratuite pour tous et qui permet à travers des bibliothèques de pictogrammes aux enfants en fait, de communiquer à la fois sur un besoin, une envie et de pouvoir pour les parents en fait personnaliser on va dire ce tableau de bord en fonction de l'évolution de l'enfant pour que ce soit vraiment son compagnon au quotidien. Abdel, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir parrain ?
J'ai toujours eu un peu le sens de l'engagement solidaire, puisque j'étais déjà parrain d'une association qui s'appelle Nos Quartiers du Talent, donc qui aide les jeunes en insertion professionnelle. Et quand Dominique Lambert a cherché des nouveaux parrains pour la fondation, ça m'a paru être une évidence de me porter candidat. Et quand j'ai découvert le sujet Click & Say, il a fait écho chez moi en fait à quelque chose, puisque moi-même je suis confronté à ça et j'ai un petit neveu là qui souffre de troubles du langage, et je voyais très concrètement ce que pouvait apporter une application comme Click & Say dans son quotidien et dans celui de sa famille. Céline, quels sont les bénéfices de gagner ce prix et finalement d'avoir comme parrain Abdel, en dehors de la grande complicité que vous avez pu créer entre vous, ça je l'ai bien vu? Tout d'abord, je dirais que ça nous a permis de prendre confiance en nous et de nous rendre compte qu'en fait, c'était un vrai sujet d'intérêt, que notre projet plaisait et qu'on était prêt à nous soutenir. Ensuite, je dirais aussi que l'apport financier qu'on a pu recevoir dans le cadre du concours nous a permis de développer et de financer en partie le développement de l'application et donc de la rendre gratuite pour les familles, ce qui était hyper important pour nous. Et puis enfin, avoir le soutien et le support d'Abdel comme mentor au quotidien depuis le début, finalement, ça nous donne confiance, ça nous permet d'y croire et ça nous fait rester motivés. Et puis, on a pu apporter une approche plus professionnelle et transformer finalement ce projet étudiant en start-up aujourd'hui. Alors, je dirais presque que c'est MacGyver ou version, je ne sais pas, mais en tout cas très proche, une belle complicité qui s'est créée entre vous et très utile. Abdel, finalement, comment vous vous engagez pour Click & Say ? Alors cet engagement a évolué dans le temps, puisque au départ, lorsqu'elles ont gagné le prix, c'était juste une idée. Donc il a fallu justement la professionnaliser pour en faire un vrai projet informatique en tant que tel. Donc on a fait passer par des étapes classiques d'ingénierie informatique, de cadrage, de conception, de réalisation. Et puis au fil du temps, mon apport a un peu évolué. Je suis plus porté conseil pour les évolutions futures de l'application. Et là en ce moment, par exemple, on est en train de passer la certification ESUS pour rendre l'entreprise solidaire à utilité sociale, ce qui est important pour nous parce que ça permet d'être reconnu comme une entreprise solidaire et sociale, et en plus ça va nous donner de la visibilité pour pouvoir développer l'application. Vous êtes clairement extrêmement impliqué. Comment vous faites pour concilier votre implication auprès de Click & Say et vos contraintes professionnelles ? C'est assez facile en réalité parce que j'ai la chance de pouvoir compter sur le soutien de mes managers avec lesquels j'ai partagé cet engagement et qui m'accompagnent au quotidien. Et aussi j'ai la possibilité au travers de mon métier d'être autonome et donc de gérer mon temps. Donc c'est beaucoup d'organisation finalement. Et je dirais même que c'est pas moi qui ai le plus de difficultés, c'est elles, parce qu'elles aussi elles ont une activité en parallèle. Une double vie. Exactement. Exactement. Mais on y arrive parce qu'on est très très mobilisés, très content de se voir pour faire évoluer le projet. Ce qui change tout, forcément. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ? Beaucoup de satisfaction, satisfaction déjà d'avoir réussi parce que, comme je l'ai dit, on est parti d'une feuille blanche et il a fallu beaucoup de travail pour arriver à ce résultat aujourd'hui. L'outil est disponible sur les plateformes mobiles et mis à disposition gratuitement de l'ensemble des personnes, donc ça c'est une vraie réussite. La satisfaction aussi du service qui est rendu parce que je crois énormément en ce service. Comme je l'ai dit, ça va aider beaucoup d'enfants, beaucoup de familles à pouvoir communiquer tout simplement. Au XXIe siècle, c'est hyper important. Et puis la satisfaction d'avoir rencontré des personnes, des étudiantes pleines de pep, pleines d'énergie, et on se motive mutuellement finalement parce que ça m'apporte aussi beaucoup au quotidien dans ma vie professionnelle. Et qui sont en pleine activité professionnelle depuis quelques années. Une dernière question pour vous, Céline. Finalement, vous êtes passée d'association à start-up. Quelle est votre ambition pour la suite ? Alors je dirais que notre ambition aujourd'hui, c'est vraiment de devenir l'outil numéro 1 qui soit utilisé à la fois par les professionnels de santé, mais aussi dans les écoles spécialisées. Eh bien écoutez, bravo et je vous souhaite plein de succès pour la suite et bravo pour votre engagement également. Merci. Le numérique, grâce à l'action de la Fondation, peut permettre d'œuvrer pour de nombreuses causes, comme celle incontournable dont on parle beaucoup ces derniers temps, la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai le plaisir d'accueillir Françoise Brier, vous êtes directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes, la FNSF.
qui est un réseau d'associations spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des femmes victimes de violences et leurs enfants, et qui gère également la ligne d'écoute nationale, le 3919, Violences Femmes Info. Alors, comme on l'a dit, c'est indéniablement un sujet majeur. Pour commencer, quelques chiffres peut-être, un peu de contexte. Quel est le nombre d'appels que vous recevez via cette ligne d'écoute nationale et combien de femmes vous accompagnez ? Alors, la ligne d'écoute nationale 3919 Violences Femmes Info a pris en charge près de 100 000 appels en 2020, avec une augmentation très importante durant le confinement. Et dans les associations du réseau Solidarité Femmes, ce sont 35 000 femmes qui sont accompagnées en hébergement ou dans des centres d'accueil. Et tout d'abord, je voudrais remercier évidemment les bénévoles et la Fondation de s'impliquer dans cette lutte contre les violences à l'encontre des femmes, qui est un phénomène majeur partout dans le monde. Justement, vous avez noué un partenariat avec la Fondation Soprasteria Institut de France en 2019. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, vous savez, les associations de notre réseau, comme la ligne d'écoute et la fédération, donc dans son ensemble, sont confrontées à des questions de sécurité, à la fois pour les femmes victimes de violences, pour leurs équipes et aussi pour leurs locaux. Donc c'est vrai que c'est aussi important pour elles de valoriser leurs actions, de pouvoir publier des données pour montrer l'impact de leurs activités et les valoriser. Et c'est vrai que la Fondation Soprasteria, avec les collaborateurs et les collaboratrices, on a pu d'abord faire un état des lieux, améliorer la sécurité, mais aussi contribuer à la refonte de notre fiche de recueil de données pour analyser les milliers d'appels qui arrivent sur la plateforme d'écoute. Et par exemple, ça nous permet de sortir des rapports et de valoriser aussi et de comprendre le parcours des femmes victimes de violences. Et je crois que la Fondation a aussi contribué à l'amélioration de la sécurisation des données, c'est bien ça ? Tout à fait. Avec les 73 associations de notre réseau, il y a une implication dans des ateliers pour que nous puissions repenser aussi la sécurité des données qui nous sont déposées par les femmes. On a des milliers de dossiers. Et puis aussi pour permettre aux femmes de sécuriser leur situation et de ne plus être victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un élément essentiel pour nous. Et je crois que ce ne sont pas des prestations qu'on peut trouver par nos financeurs habituels. Donc vraiment, c'était extrêmement important et utile pour nous. Merci beaucoup Françoise Brié et bravo pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Je vous propose de découvrir un témoignage d'Agnès Méraville, collaboratrice du groupe Soprasteria en mécénat de compétences pour la FNSF. Alors, je me suis engagée en mécénat de compétences il y a de cela un peu plus d'1 an auprès de la FNSF, qui est la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui accompagne les femmes victimes de violences. Elle gère également le 3919, qui est le numéro national d'appel d'urgence pour dénoncer ces violences. Ma mission consiste à développer une application pour faire le suivi de ces appels et mieux gérer les fiches qui sont remplies par les écoutantes professionnelles de la FNSF. Ces fiches sont un outil clé car elles vont permettre de produire des statistiques nationales sur la réalité des violences faites aux femmes et permettre de mieux prendre en charge les femmes et d'apporter des solutions à ce sujet majeur dans notre société. Au moment du premier confinement, j'ai découvert la plateforme Vendredi grâce au groupe Soprasteria. Cette plateforme nous met en relation avec des associations, entre autres partenaires de la Fondation Soprasteria Institut de France, comme la FNSF. J'ai donc été tout de suite attirée par cette mission. Donc la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes font partie des valeurs que je défends. J'ai donc posé ma candidature et la FNSF l'a acceptée et l'aventure a commencé. Merci beaucoup à Agnès Méraville pour son engagement et un grand bravo. La Fondation Soprasteria est abritée depuis 20 ans par l'Institut de France et j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de Xavier Darcos. Je vous propose de regarder en images la mission de l'Institut et le regard qu'il porte sur les actions de la Fondation. Bienvenue à l'Institut. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu emblématique. Nous avons le plaisir de nous retrouver dans la cour d'honneur
En quelques mots, quelles sont les missions de l'Institut de France? L'Institut de France, d'abord, c'est 5 académies. Ce sont des académiciens, ils sont 460, qui travaillent, qui se réunissent, qui publient, qui font des conférences, qui accueillent des chercheurs. Bref, c'est une société savante gigantesque. La deuxième mission, c'est que l'Institut est propriétaire d'un très grand patrimoine, des lieux de culture qu'il faut faire vivre, qu'il faut animer, où il faut accueillir du public. Et puis la troisième mission, c'est celle qui nous occupe aujourd'hui. L'Institut abrite, c'est le terme qu'on utilise, plus de 100 fondations et qui toutes contribuent à donner des prix, des bourses, des aides de toute nature à toutes sortes de personnes qui veulent s'engager pour le bienfait de l'humanité. Alors justement, l'Institut de France abrite la Fondation Sopra Steria. Quel regard portez-vous sur ces 20 ans d'action? Alors, la Fondation Sopra Steria, c'est vraiment une fondation telle que nous les aimons, si je puis dire. D'abord parce qu'elle est tournée vers des acteurs qui sont jeunes en général, en mobilisant beaucoup de bénévolat. Et ces acteurs jeunes sont à la fois des utilisateurs des données modernes, puisque la plupart des projets se fondent sur des ressources numériques, mais pour remplir des missions qui ont un caractère d'universalité, d'éternité. De la formation, de l'encouragement au savoir, de la philanthropie, des questions environnementales. Bref, tous les sujets qui intéressent les sociétés modernes se trouvent dans les projets soutenus par la Fondation Sopra Steria. Merci beaucoup, Monsieur le Chancelier. C'est moi qui vous remercie. Chaque année, la Fondation Sopra Steria Institut de France récompense des projets d'étudiants en école de commerce, d'ingénieurs, d'université ou encore des jeunes entrepreneurs qui mettent l'innovation numérique au service d'enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans le cadre du prix Entrepreneur pour demain. C'est ce que je vous propose de discuter juste dans quelques instants. Avant de découvrir les lauréats 2021, regardons en images l'interview que j'ai le plaisir de tourner avec Jean-Bernard Rampini, membre fondateur de la Fondation et également directeur innovation Sopra Steria, qui revient sur les origines du prix. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Christina. Avant de parler du prix Entreprendre pour demain, comment et pourquoi est née la Fondation? La Fondation est née d'une dotation en action du groupe, venant d'une vingtaine de collaborateurs Sopra Steria, qui nous a permis d'héberger la Fondation au sein de l'Institut de France. Mais pas que, c'est aussi une volonté d'être une entreprise responsable en face d'enjeux sociétaux. Et déjà à cette époque, on parlait de fracture numérique. Cette année, c'est la 18e édition du prix Entreprendre pour demain. Quelle est la genèse de ce prix? Ce prix, il est né autour de 3 idées fortes. Entreprendre, donner du sens, transmettre en s'impliquant. Entreprendre, finalement, c'est permettre de créer un terrain de jeu pour des jeunes sur des projets innovants. C'est aussi accompagner pour que ces idées ne restent pas que des idées, mais deviennent des vrais projets qui trouvent une réponse et qui aident les publics les plus vulnérables. On a parlé également de donner du sens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donner du sens, si vous me permettez, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les collaborateurs qui s'impliquent donnent de leurs compétences, mais reçoivent beaucoup plus qu'ils ne donnent. Donner du sens, c'est aussi pour les jeunes qui s'engagent, entrepreneurs ou étudiants, parce que finalement, ça leur montre que leurs idées vont accompagner la transformation de la société. Et enfin, vous avez parlé de transmettre en s'impliquant. Qu'est-ce que vous entendez par là? La transmission, elle a été faite en dotation financière, mais la Fondation, elle ne vit que par l'implication des collaborateurs de façon bénévole, en temps et en compétences. Et ces deux piliers font la spécificité de la Fondation. Aujourd'hui, quel est l'objectif de ce prix et quel est finalement le lien avec l'ADN entrepreneurial de Sopra Steria? L'objectif du prix, c'est d'accompagner des projets qui proposent des solutions pour l'inclusion numérique en alliant le meilleur du numérique et l'humain. Et quand vous prenez ces 3 mots-clés, projet, humain et meilleur du numérique, vous avez l'ADN entrepreneurial de Sopra Steria. Merci beaucoup Jean-Bernard. Merci Christina. Cette année, le thème du prix
Entreprendre pour demain et numérique et fragilité humaine. Quelles solutions innovantes pour répondre aux besoins des oubliés du numérique? Nous ont rejoint sur le plateau 2 membres du grand jury. Je vais démarrer par vous, Serge Abitboul. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et également chercheur en informatique. Et Frédéric Bardot, cofondateur et président de Simplon, une entreprise sociale et solidaire engagée pour un numérique responsable et parrain du prix Entreprendre pour demain. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vais démarrer par vous, Frédéric Bardot. Pourquoi vous avez accepté d'être parrain de ce prix cette année? Déjà, j'ai accepté tout de suite. Ça, c'est le premier élément, parce que je connaissais déjà l'action de la Fondation et j'avais beaucoup de respect pour ce qu'elle faisait. Et après, il y a des domaines de convergence et des synergies très fortes avec ce qu'on fait à Simplon, puisqu'on forme gratuitement des demandeurs d'emploi au métier du numérique. Donc on agit, on va dire, pour que les compétences changent la vie et les destins des personnes qui en ont vraiment besoin. Et donc, vu la thématique du prix cette année sur le numérique et fragilité humaine, j'ai vu tout de suite la convergence avec ce qu'on faisait. On fait ça en France et dans plein d'autres pays, comme Soprasteria, donc c'est une grande convergence. Et j'ai pu voir aussi qu'avec la Fondation Soprasteria et la Fondation Simplon, on avait travaillé pendant le Covid ensemble. Ils ont soutenu une action qui s'appelait Gardons le lien, qui permettait de donner des tablettes aux personnes qui étaient en EHPAD et hospitalisées pendant le Covid et le premier confinement, où ils étaient privés de visite. Il faut se souvenir de cette période-là. Et donc c'était le seul moyen, le numérique, de garder le lien avec les familles. Et parfois, au dernier instant, avant de mourir, c'était le seul moyen qu'ils avaient d'être avec leur famille. Et ils ont soutenu cette opération. Donc c'était, voilà, pour tout ça, ça faisait vraiment sens. On est ravis de vous avoir en tant que parrain et, comme je le disais, en tant que membre du grand jury. D'ailleurs, je profite pour vous dire que le grand jury est composé d'académiciens, de membres de la Fondation Soprasteria et également de partenaires tels que Simplon. On va démarrer tout de suite par la catégorie étudiants. On est d'ailleurs connecté en duplex avec les équipes. J'en profite pour les saluer. Ils sont impatients, évidemment, de connaître les résultats, mais je vais profiter déjà pour les présenter. On va démarrer par Clic et moi, une plateforme qui met en relation des étudiants et des personnes souhaitant mieux maîtriser les compétences numériques et solliciter un accompagnement, notamment en cours d'informatique. Ça vous parle, j'imagine, Serge. Nous avons également iScan. Je vous invite à faire un coucou, bien sûr, dès qu'on vous appelle, qui propose un petit boîtier utilisant l'intelligence artificielle permettant aux personnes malvoyantes d'identifier tout objet pointé par un scanner intégré pour faciliter, par exemple, les courses dans un supermarché. Et Pic2Talk, une application mobile personnalisable qui propose une solution basée sur un langage utilisant des pictogrammes pour que des personnes atteintes de difficultés de verbalisation puissent mieux communiquer avec leurs proches et organiser leur quotidien. Serge Abitboul, je ne peux plus attendre, ils ne peuvent plus attendre. Qui est le lauréat du prix étudiant 2021 ? Alors, vous allez me permettre quand même de dire que ça a été très difficile de choisir, parce que les 3 projets étaient superbes, sympas, très cool. Donc, on a beaucoup discuté. Je voudrais les féliciter tous. C'était du beau travail. Bravo à tous. Alors, il fallait choisir, et le grand jury a été sensible à un projet qui proposait le rapprochement de générations. C'est le côté rapprochement de générations qui nous a plu. Alors vous avez d'un côté des personnes âgées qui sont souvent en difficulté avec le numérique, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de rencontrer des gens avec qui parler de ça. Et de l'autre côté, des jeunes, souvent en difficulté financière, qui n'ont pas forcément des endroits pour travailler. Et donc l'idée, c'était de les rapprocher. Alors, on est en plein dans l'économie sociale et solidaire, et ça nous a plu, bien sûr. On a trouvé que le dossier était bien ficelé, que les étudiants étaient hyper motivés. On a aussi apprécié le fait qu'ils avaient déjà une expérience associative. Alors, je ne vais pas faire traîner plus, même si j'ai déjà fait un peu de spoiler. Le lauréat de la catégorie étudiant du prix 2021 est Clic et moi. Félicitations, Clic et moi, vous êtes en duplex avec nous. Bravo à vous. On a Aaron Teboul et Julien Nalbani, les cofondateurs du projet. Vous êtes avec nous. Une réaction peut-être ? Bonjour, vous nous entendez ? On vous entend très bien. Super, alors bravo. C'est vraiment un vrai privilège d'avoir été nommé lauréat pour le prix Entreprendre pour demain. On est super heureux, très très fiers et voilà. Voilà, on tient énormément à remercier Delphine Arnaud et Alban Lefebvre. C'était nos 2 coachs qui nous ont accompagnés durant ces 3 derniers mois pour nous préparer à notre présentation devant le grand jury. Et également Frédéric Bardot,
parrain du prix Entreprendre de cette année, et tous les membres de la Fondation Sopra Steria, Institut de France, et également vous. Merci, monsieur Abitboul. Et voilà, donc gagner ce prix, c'est pour nous en fait, ça nous donne encore plus de force pour pouvoir poursuivre notre travail déjà entrepris depuis quelques années. Et nous espérons en fait pouvoir aider le plus grand nombre de personnes à s'inscrire dans ce monde qui finalement se numérise tous les jours encore un peu plus. Eh bien écoutez, merci beaucoup et encore bravo. On vous souhaite plein de succès pour la suite et surtout, tenez-nous au courant. Merci à vous. On va passer maintenant au deuxième prix. Quel est le projet qui remporte le prix Entreprendre pour demain 2021 pour la catégorie Jeunes Entrepreneurs? On va le découvrir dans quelques instants avec vous, mais j'aimerais présenter ces 3 finalistes de cette catégorie. On va démarrer par Ability, et bien sûr, encore une fois, je profite pour les saluer, je les vois s'afficher maintenant à l'écran. Ability, le premier projet finaliste, une solution innovante de réalité virtuelle spécialement conçue pour la rééducation des personnes hémiplégiques, c'est-à-dire touchées par un handicap qui altère la motricité de la moitié du corps, qui peut être dû suite à l'arrivée d'un AVC, par exemple. Et nous avons un deuxième projet, J'irai travailler chez vous, une plateforme solidaire permettant aux télétravailleurs de trouver un espace de travail chez leurs aînés. Et enfin, last but not least, comme on dit, Wise, qui propose des lunettes connectées permettant aux personnes paralysées ou encore souffrant d'une pathologie qui les empêche de communiquer, de s'exprimer grâce au clignement des yeux. Vous voyez, c'est de très beaux projets. Alors Frédéric Bardot, je crois qu'on n'en peut plus. Moi, j'ai envie de savoir qui est le lauréat jeune entrepreneur. Je dirais comme Serge, on a beaucoup discuté, parce que c'est un jury qui était passionné, ce grand jury. En revanche, le projet qu'on a choisi a fait complètement l'unanimité au grand jury, ce qui n'était peut-être pas le cas des discussions houleuses qu'il y a pu y avoir pour le premier, houleuses mais bienveillantes. Donc on a apprécié autant le fond que la forme, donc le pitch était excellent, on voyait que le projet avait été super bien préparé pour la candidature. Et sur le fond, impact social indéniable, innovation technologique indéniable, des théories qui étaient en plus validé médicalement. Donc voilà, tout était au complet, tous les indicateurs étaient au vert, donc sans faire languir plus longtemps. Qui est le lauréat? Le lauréat de la catégorie Jeune Entrepreneur et Ability. Bravo Ability. Félicitations Ability, bravo à vous. Une réaction? Je vois, il y a de l'émotion là. Merci beaucoup. On est super contents d'avoir remporté ce prix. On était face à des très très beaux projets et le soutien de la Fondation Sopra Steria, c'est vraiment super important pour nous, surtout pour cette année qui est vraiment une année charnière, qui est le déploiement de notre solution en France. Du coup, d'être accompagné par Sopra Steria, c'est super important pour nous. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci à vous, Odile Maquinet. Vous êtes cofondatrice d'Ability et vous êtes accompagnée de Pierre Durand, qui est le développeur. Donc, bravo à vous. De même, plein de bonnes choses pour la suite et restez connectés avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à tous les participants, parce que moi je dis il y a des finalistes et tout le monde a gagné, vous êtes là, donc un grand merci à tous les participants de cette édition 2021 et j'en profite également pour vous remercier tous les deux et tous les membres bien sûr du grand jury. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer que les inscriptions pour le prix Entreprendre pour demain 2022 seront très bientôt accessibles sur le site de la Fondation. Je vous propose maintenant d'écouter le message du directeur général de Sopra Steria, Vincent Paris. D'abord, un grand bravo aux lauréats du prix Entreprendre pour demain pour leur créativité et pour leur engagement solidaire. Les projets présentés démontrent à quel point la jeune génération peut faire bouger les lignes. Et ça, c'est vraiment super. Mais aujourd'hui, c'est aussi un anniversaire. Nous célébrons les 20 ans de la Fondation Sopra Steria Institut de France. 20 ans d'action au service des publics vulnérables et de l'environnement. Et 20 ans d'engagement de nos collaboratrices et collaborateurs bénévoles pour offrir des solutions durables. Un grand merci à vous tous. La Fondation met en pratique finalement la mission qui est la nôtre au quotidien chez Sopra Steria. Mettre le digital au service de l'humain pour construire un avenir positif. C'est ce que nous réalisons à travers les projets que nous menons avec nos clients. Et c'est aussi ce que nous réalisons grâce aux projets soutenus par la Fondation auprès d'associations, d'étudiants
et de jeunes entrepreneurs. Ces projets, ils sont fondés sur l'innovation entrepreneuriale et ils contribuent à renforcer le lien social, comme l'illustrent les témoignages que nous avons pu découvrir aujourd'hui. Je suis vraiment très fier du chemin parcouru depuis 20 ans. Alors encore une fois, merci à toutes celles et à tous ceux qui s'engagent et longue vie à notre fondation. Je suis heureuse également, avant de conclure, de vous annoncer les grands gagnants du challenge collaborateur, du challenge fondation. Les collaborateurs qui ont gagné sont Justine Lambert, Michael Marc et également Aurélie Pascu. Bravo à vous et merci à tous les participants. Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Portez-vous bien.